le Struma, le Theodor Herzl, l'Exodus 47, le Radna Senesh, l'Altalena, le Hama Apil. Autant de bateaux, Autant d'histoires singulières, autant d'aventures, une épopée extraordinaire vécue par des pionniers que rien ni personne ne pouvait décourager. la Brecha, histoire de l'immigration clandestine des Juifs vers la Palestine, 1934-1948. Un feuilleton conçu et réalisé par Laurent Lopez et Gilles Rosier, Avec le soutien de la Fondation Doron. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Si Paris n'est pas la France, ce n'est pas non plus l'Europe. Si entre les 19 et 26 août 1944, la capitale est libérée, il n'en va pas de même pour la Pologne, la Tchécoslovaquie et les autres pays de l'Est qui devront attendre encore de longs mois pour réapprendre la paix. Ce n'est que le 27 janvier 1945 qu'Auschwitz-Birkenau sera libéré par l'armée soviétique. Les soldats des armées de libération y découvriront l'horreur, de même qu'à Majdanek, Sobibor, Treblinka. Aujourd'hui, nous allons vous raconter, ou tenter de vous raconter, l'histoire des survivants de la Shoah. Essayez d'imaginer les difficultés auxquelles les rescapés ont dû se confronter dès leur libération. Difficultés matérielles, morales, physiques. Comment entreprendre le voyage du retour? Essayez enfin d'imaginer la détresse des rescapés à nouveau parqués dans des camps de personnes déplacées, cela. Displaced persons. C'est le terme qu'emploie l'UNRWA pour qualifier ces ombres que sont les juifs apatrides, les juifs originaires des pays de l'Est qui ne veulent pas entendre parler d'un quelconque retour au pays. Quel pays? En Pologne, on tue encore des juifs après l'arrêt des hostilités. Comment ces hommes et ces femmes, au nombre de 100 000 en 1945, allaient-ils réapprendre à vivre? Que vont-ils devenir? Où pouvaient-ils aller? Qui leur vient en aide et comment? Aujourd'hui, nous avons demandé à Henri Boulavko et Charles Corin de témoigner. Henri Boulavko, quand avez-vous été arrêté et où avez-vous été déporté? J'ai été arrêté le 19 novembre 1942. Je suis resté à Drancy, à Bonne-la-Rolande et retour à Drancy. J'ai été déporté le 18 juin 1943 à Auschwitz. Et libéré, non pas le 27 janvier 1945 où les Russes n'ont trouvé que des malades et ceux qui les gardaient, peut-être quelques centaines, je ne sais plus, 1 millier de personnes, mais en cours d'évacuation qui a été la période particulièrement cruelle puisque en cours de route, les nazis qui avaient peur, qui fuyaient, pour qui nous représentions un boulet, mais qui nous chassaient quand même, ont tué énormément de monde. Je me suis libéré en arrivant à Blech-Haber, je suis évadé plutôt avec quelques camarades du convoi. Ça devait être le 24 ou 25 janvier 1945. Et je suis resté 3 mois avec les Russes. Alors précisons, Henri Boulavko, que vous étiez juif de nationalité française. Arrêté à Paris. Quel souvenir gardez-vous des derniers jours de déportation? Qu'est-ce que vous gardez en mémoire? Au camp même. Ce qui m'a frappé à cette époque, et je dis que s'il n'y avait pas eu l'évacuation, il y aurait eu certainement plus de survivants. D'abord, les SS avaient peur, ils ont commencé à atténuer leur comportement. Je crois que le souvenir qui est le plus significatif, c'est qu'un jour, un SS vient vers un groupe de déportés qui travaillaient dans un commando extérieur. Il s'adresse à nous, j'étais les Grecs avec moi, le seul qui parlait l'allemand, donc il s'est adressé à moi, il me dit « Qu'est-ce que vous allez faire de nous quand les Russes seront là ?» Pour nous, cette phrase était un petit peu piégée, mais en même temps, on avait le sentiment la peur avait changé de camp. Tout d'un coup, les SS commençaient à avoir peur. Bon, j'ai répondu que ceux qui ont été corrects n'avaient rien à craindre, j'ai répondu de façon évasive, et je me souviens de lui avec un grand sourire, me tendant les bras, et je vais correct, j'étais correct. En moi-même, je me disais, tu mérites la corde, et encore, c'est encore trop bon pour toi, parce que je n'ai pas connu beaucoup de SS qui étaient corrects à Auschwitz. Et avant l'évacuation, je crois que c'est ce qui nous a frappé le plus. C'est tout d'un coup, nous qui vivions
comme disait Tristan Bernard dans l'Espérance, on a vu des gens vivre dans la crainte et c'était déjà les SS. C'est ce qui explique peut-être leur cruauté quand on nous a évacués. L'Espérance, est-ce que vous avez, dans les mois, les semaines qui ont précédé la libération, enfin cette évacuation, est-ce que vous élaboriez des projets sur votre vie future? Est-ce que c'est ça qui vous a permis de tenir? Non, ce qui nous a permis de tenir, tout d'abord, c'était, bien entendu, c'est trop facile à exprimer et trop hâtif, mais il faut essayer de s'en tenir à des généralités, c'est la volonté de vivre. Ceux qui sont tombés parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils ont reçu un coup mortel, parce qu'ils étaient à bout de force. Donc tout le monde n'a pas pu maîtriser la situation. Mais disons que pour moi, la volonté de vivre d'une part, la solidarité de quelques camarades qui, mieux placés, nous ont aidés à lutter contre la faim, d'autre part, et troisièmement, le fait qu'un des nôtres, André Deutsch, qui est mort en évacuation, qui était déporté avec moi de France, était électricien, il écoutait la radio de Londres et nous apportait les nouvelles du front. Et ça, pour nous, c'était vraiment le stimulant le plus extraordinaire. Savoir que les Allemands refluaient, qu'ils étaient en déroute, que bientôt on entendait déjà le canon russe de loin. C'était ça la raison de tenir en disant encore un jour et nous allons être libres. Quant à fantasmer sur l'avenir, je crois que c'était difficile. On vivait tellement coupé depuis des années du monde extérieur qu'on ne l'imaginait même plus. Mais on avait sûrement en nous le sentiment qu'on allait passer de l'enfer au paradis, sans savoir à quoi ce paradis allait correspondre. Mais ce paradis correspondait à un pays, il portait un nom, ou c'était un paradis un peu mythique? Pour certains, c'était un pays. Pour quelques camarades sionistes disaient, moi j'en ai assez des pays. D'abord, les Polonais ne voulaient pas retourner chez eux, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pour beaucoup de camarades français, c'était la France, le retour. On se sentait très français. Malgré Vichy, malgré les rafles de la police, il y avait un sentiment d'appartenance qui était assez extraordinaire. Il faudrait peut-être l'analyser un jour. Mais on était regroupés dans un comité de solidarité français. Mais il y avait des sionistes parmi nous qui, eux, disaient, comme ils étaient venus avec leur famille qui avait été gazée et qui se retrouveraient seuls, je pars en Israël ou en Palestine. Ils ne savaient pas encore les difficultés auxquelles ils allaient se heurter pour réaliser ce vœu. Est-ce qu'ils avaient eu des contacts avec soit des agents de la Haganah, soit avec l'agence juive? Est-ce que ces organisations avaient réussi à s'infiltrer dans les camps? Je crois qu'il faut comprendre qu'en Pologne, c'était une sorte de réserve close avec une dispersion très vaste de camps de la mort où il n'y avait pas de possibilité d'accès. Peut-être un agent ici et là a réussi à rassembler des documents, peut-être qu'un résistant de tel camp a sorti des photos, peut-être qu'un soulèvement a eu lieu à Auschwitz, à Treblinka, mais le contact infiltrer des agents était quelque chose d'impensable. Par contre, il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de parachutistes palestiniens à l'époque, membres de la Haganah, ont été largués dans des pays occupés comme la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, Hana Senech, Javi Barai, Kenzo Sereni et d'autres encore qui malheureusement, je parle de ceux qui ont été tués en mission. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à échapper, à organiser la résistance et le sauvetage des Juifs. Mais en Pologne, c'était impensable. C'est plutôt dans des pays qui étaient soit des alliés de l'Allemagne, soit qui étaient moins étanches plutôt à la pénétration. Henri Boulavko, votre premier jour de liberté, vous gardez quel souvenir de ce jour-là? Pendant cette période où les Russes et les Allemands tiraient par-dessus nos têtes à Blechhammer, c'était au camp de Blechhammer qui était évacué, qui était un no man's land. On se retrouvait entre les deux feux, on cherchait à s'abriter des SS qui étaient toujours là, de l'armée allemande qui fuyait sur les routes et qui tirait au hasard, et à chercher de la nourriture. Et comment un jour, 3-4 jours après mon évasion, peut-être, rencontrant un camarade grec, je lui dis il faut foncer au plus profond pour ne pas retomber entre leurs mains. Il me dit mais les Russes sont là. Et on tourne au contour d'une baraque et tout d'un coup un jeune gars de 18 ans baraqué comme les jeunes sibériens, mongols, avec une vraie canadienne de peau, je veux dire, et avec une mitraillette braquée qui vient vers nous. Et on lève les bras, on lui dit camarade, il nous a regardé avec un air. Il voyait qu'on n'était pas des soldats, mais il ne savait pas ce que c'était que ces hommes ombres qui apparaissaient du néant. Il a dit Hitler caput et il est parti. Mais voilà, il n'y a pas eu de fête, il n'y a pas eu
feux d'artifice. Tout d'un coup, en une seconde, on était libre sans savoir comment réaliser ce mot. Et comment vous êtes débrouillé pour trouver, ne serait-ce que de quoi vous alimenter, entre le moment où vous avez quitté, où vous êtes évadé, et le moment où vous avez rencontré l'armée russe? À Blech-Hamer, et c'était peut-être valable dans d'autres camps, Corinne pourra peut-être nous raconter ça tout à l'heure, il y avait des réserves de vivres pour l'armée allemande pour 6 mois au moins. Il y avait des silos de pommes de terre, il y avait des baraques ou des pains noirs qu'on pouvait utiliser longtemps, des pains militaires. Et il y avait absolument la possibilité de trouver non pas des repas, mais de manger. Et par ailleurs, c'était une ville abandonnée. On est entré dans les maisons, on voyait encore des boîtiers de steak sur la table. Donc il y a eu une fuite panique qui a permis que nous puissions entrer dans les maisons, nous habiller autrement, manger ce qu'il y avait. Et je crois que de ce côté-là, on n'a jamais eu de problème. Au contraire, je pense que quelques camarades ont mal réagi en mangeant trop tout d'un coup, en se gavant. Le groupe de Grecs avec qui j'étais moi-même avons été aussi pendant 1 ou 2 jours pris par cette frénésie. Puis ça s'est arrêté, heureusement pour nous. Mais je sais que quelques-uns sont morts de n'avoir pas su maîtriser c'est même pas la faim, cette espèce de tentation de tout avaler. Il y a eu aussi des morts parce que les bombes tombaient de part et d'autre par-dessus les baraques qui prenaient feu. On n'a pas eu de problème réel. Il n'y a pas d'organisation. Il n'y avait pas de joint, il n'y avait pas de Hayas, il n'y avait pas de Croix-Rouge. Non, pas de Croix-Rouge. Par contre, au bout du 3e jour, nous étions quelques jours encore avec nos vêtements rayés. Un officier russe est entré dans la baraque où nous étions. Il a dit, pourquoi gardez-vous ces vêtements? Entrez où vous voulez et remettez-vous en civil. Il nous a expliqué ça en allemand kidègre, puisqu'on ne parlait pas le russe. Alors il nous a expliqué pour qu'on reprenne un comportement, une attitude extérieure plus normale. Et on l'a suivi et on a trouvé comme ça à la fois des vêtements, j'ai trouvé des journaux français, j'ai une radio. Enfin, Vous avez commencé à réapprendre à vivre. Absolument. On s'est organisé d'ailleurs. Il y avait des camarades qui allaient chercher à manger, d'autres qui faisaient la cuisine. D'autres qui au bout d'un certain temps, devaient laver les assiettes, parce qu'il fallait réapprendre tout, faire les lits avec des draps qu'on trouvait. Et moi, j'étais celui qui cherchait le charbon pour le feu et l'eau. J'avais une espèce de charrette qui marchait sur la neige, un chariot, un traîneau, voilà. J'oublie l'expression. J'avais un traîneau et moi, j'étais le cheval. Et j'allais jusqu'à une mare où il y avait de l'eau, je remplissais 2 seaux, et puis j'allais à un endroit où il y avait du charbon à volonté. C'était mes 2 corvées de la journée, c'était pas facile, mais c'était finalement agréable, c'était presque un sport. Et alors, quand décidez-vous de repartir pour la France? Là, je crois qu'il faut que je raconte ma rencontre avec un officier russe. Un jour, un de mes camarades grecs me dit j'ai de la fièvre. Et en effet, il avait de la fièvre. Il dit est-ce que tu peux te débrouiller pour trouver de l'aspirine? Moi, j'étais pas le plus débrouillard de tous, mais il avait l'impression que je parlais mieux, que quand il y avait quelqu'un avec qui il fallait palabrer, c'était toujours moi qu'on envoyait, surtout mon allemand. Alors, je suis allé à l'hôpital militaire russe qui était installé là. Je commence à parler avec le soldat qui était devant la porte et il me dit niet. Et moi, il élevait la voix. À force d'élever la voix, il y a un officier qui sort, il me demande qu'est-ce qui se passe. Alors je lui réponds, il y a Franzouz. J'avais appris au moins à dire ça en russe. Il me dit, français, venez. Il parlait français. Et quand on a fait connaissance, je vais être bref, il était juif. Il était le major de l'hôpital. Quand il a su qui j'étais, d'où je venais, il m'a donné d'abord d'aspirine, quelques-unes sur un papier parce que c'était une denrée très rare. Et puis il m'a donné un bon pour avoir une soupe de diète chaque jour. Ça veut dire du lait, de la semoule sucrée qui permettait chaque jour de manger quelque chose de différent que ce qu'on trouvait au hasard. Et puis un beau jour, je suis allé chercher de nouveau de l'aspirine pour mon camarade grec qui était encore mal fichu. D'ailleurs, ce qui nous a retardé notre départ. Il m'attendait en haut des marches, il me fait signe et il me dit « Je vous attends. Je vais vous dire quelque chose de confidentiel. » En fait, c'était confidentiel, mais le téléphone arabe, comme on dit, avait fonctionné. Il y a une contre-offensive allemande, partez tout de suite d'ici. J'ai reçu l'ordre d'évacuer l'hôpital, ne restez pas là, sinon vous retombez dans les mains des Allemands. Alors j'ai prévenu mes camarades grecs, on est partis, il y avait des trains de marchandises qui entraient vers la Pologne, vers l'Allemagne, vers la Russie, parce que les Russes, en avançant, vidaient toutes les usines, et ils emportaient tout vers l'intérieur.
Alors on est monté dans l'un des premiers trains qui partaient. On s'est retrouvé d'abord à Breslau, ensuite à Katowice, et de là, on est resté encore quelques semaines. On est parti vers Odessa. On a pris un bateau anglais, Holloway, et qui est arrivé le 10 mai à Marseille, c'est-à-dire 2 jours après la capitulation de l'Allemagne. Le 11 mai, j'étais à Paris. Ce qui veut dire que le voyage de retour vous prend combien de temps? 3 mois. 6 semaines à Blechhammer, 6 semaines à Katowice, 8 jours, à peu près 8 jours pour aller à Odessa, 4-5 jours à Odessa, où j'ai été voir le grand escalier du cuirassé Potemkin, et puis ensuite 5 jours en bateau, donc un peu plus de 3 mois. On est de janvier, fin janvier jusqu'à mai, jusqu'à 10 mai 45. Alors là, c'est pareil, Henri Boulavko, vous traversez une Europe exsangue. Comment faites-vous pour vous ravitailler? Comment faites-vous pour être au courant des chemins à parcourir, des lignes de chemin de fer à emprunter? De Blechhammer à Breslau, c'est le train que j'ai pris et nous avions amené avec nous des vivres qui nous amènent. À Breslau, il y a un centre d'accueil pour les rapatriés. On dort une nuit. Ensuite, on nous met dans un train qui nous amène à Katowice, où il y a une école qui a été réservée pour nous. Les Russes nous donnent 3 repas par jour, mais des repas un peu frustes à l'époque. Aujourd'hui, c'est très, très recherché, le borscht. Dans les restaurants parisiens, c'est un mets. Mais à l'époque, c'était la pomme de terre et le borscht. On en avait à volonté. On pouvait même un peu grossir trop, bouffi. Mais on ne souffrait pas de faim. On voulait des à côté, alors on allait se débrouiller dans la ville. Et quand on est arrivé à Odessa, c'était pareil, il y avait une école qui était à notre disposition. La différence entre nous et les Anglais recevaient des colis de la Croix-Rouge, nous on ne recevait rien. Mais à Odessa, Mme Churchill a fait une distribution parmi les Français aussi. On a eu notre premier chocolat et les premières cigarettes pour ceux qui fumaient. Mais on n'a pas eu de problème de ravitaillement réellement à cette époque. Mais c'est une période où vous êtes quand même amené à vous débrouiller seul. Personne, aucune organisation structurée ne vous vient en aide. À Blechhammer, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. C'est une autogestion. Mais à partir de Katowice, c'est les Russes qui s'occupent de tout. Et encore, pour sortir de l'école, au bout d'un moment, il fallait avoir un papier. Moi, j'ai organisé des soirées là-bas. C'est une autre histoire. Il fallait que j'ai un papier pour pouvoir sortir, rentrer. Ils s'occupaient de tout, ça veut dire, sauf les suppléments. Mais on avait à manger, on avait le lit, à Odessa aussi, donc on n'a pas eu à s'assumer nous-mêmes. Mais le train, il a mis un temps infini. On a traversé l'Ukraine qui était brûlée, toutes les villes, Kharkov, Kiev, ravagées, brûlées par la guerre. C'était quelque chose d'impensable, tout ce que nous découvrions là-bas. Là, on a compris par la suite pourquoi les Russes étaient peut-être ceux qui, longtemps, ont parlé de la guerre patriotique avec une aide de l'Allemagne que nous n'avons pas toujours trouvée dans d'autres pays. Et alors, vous passez à travers plusieurs frontières. Est-ce que à ce moment-là, il y a eu des problèmes en ce qui concerne les papiers? Est-ce que Non. vous aviez des papiers sur vous? Aucun. Et est-ce qu'on vous demandait de quelle nationalité vous étiez? On était réunis entre Français. Il y avait un comité disons, il y avait des travailleurs civils, il y avait des déportés, des prisonniers de guerre. Il n'y avait pas que des déportés. Hein. Alors, il y avait un comité qui était là, qui gérait ça en relation avec les autorités soviétiques. J'étais aussi d'ailleurs, puisque je m'occupais des soirées. J'étais en contact avec la commandanture, on n'a jamais eu de problème. Moi, j'ai gardé le document qu'ils m'ont donné pour pouvoir circuler. J'ai gardé cela. Où pourrais-je aller? Alors, c'est bien le problème des personnes qui sont originaires des pays de l'Est, qui sont des juifs apatrides ou classés comme tels. Charles Corin, vous faites partie de ces juifs. Contrairement à M. Boulavko, vous n'avez pas la nationalité française. À la fin de la guerre, vous vous trouvez dans quel camp? À Theresienstadt, en Tchécoslovaquie. À partir du premier jour où vous êtes libre, qu'est-ce que vous devenez? Chacun s'est trouvé tout seul. Surtout chez nous, avec les transports que nous sommes venus, les derniers transports de Buchenwald de 5000 personnes. Et après 3 semaines exactement, nous sommes partis les 10, nous sommes arrivés fin avril 1945 à Theresienstadt. Nous n'avons rien mangé ni rien bu. Et chaque matin, on a retiré de chaque wagon 5, 6, 7 morts. Et ils ont resserré les gens pour toujours rester à 100 dans un wagon. Et ceux qui avaient la possibilité de mettre la tête sur l'autre, le matin, il était mort. Après que nous étions libérés, moi, je ne sais pas quelle chance que j'avais juste 20 ans, mais j'avais une présence d'esprit qui, comme ma mère m'aurait tenu la main, ne fais pas ça. Il avait
des jambons que les Russes nous ont donné, et du sucre, de tout ce qu'on voulait. Et j'ai pris, mais je n'ai pas touché. Vous n'avez pas mangé? Je n'ai pas mangé, je l'ai changé contre de pain rassis plutôt. Et ce qu'ils ont mangé, ou même d'autres qui n'ont plus rien mangé parce qu'ils ne pouvaient pas manger. Nous, eh bien, moi-même j'ai perdu de notre groupe, nous on était de notre ville de Pologne, on tenait une dizaine ensemble, il y avait 5 qui sont morts dans le wagon. Vous parlez de Pologne, est-ce que vous êtes retourné dans votre ville natale après votre libération? Oui, je suis resté 2 mois à Theresienstadt, j'étais à l'hôpital. Là, on a retiré tous les jours de mort après les soins parce qu'il était trop tard. On n'était plus habitué de manger, et même quand on a mangé, on courait tout de suite de WC. Quel souvenir gardez-vous de votre retour en Pologne, de votre passage? De quelle ville étiez-vous natif? Ostrowiec, du côté de Kielce. Nous sommes retournés avec un transport pour la Pologne. Je suis arrivé à Łódź. On m'a dit qu'à notre ville, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a plus de Juifs qui sont restés. Après, j'ai appris qu'il y avait une vingtaine qui sont revenus. Les premiers qui sont revenus, il y avait déjà 3 qui étaient tués par les Polonais. Eh bien, je suis quand même retourné dans notre ville. Et je suis resté une quinzaine de jours, et après je suis revenu à Łódź. Et de Łódź, j'ai dit, je ne peux pas rester en Pologne, je ne trouvais plus personne. Je savais que toute ma famille est allée à Treblinka, parce que moi-même, j'étais dans le transport le 11 octobre 1942, avec tous les gens qui partaient de Treblinka. On était toute la ville, 90% de la ville, nous étions 17 000 Juifs. Alors, vous avez fait mention de la ville de Kielce tout à l'heure. C'est une ville où il y a eu un pogrom après la guerre, où une centaine de Juifs, si ma mémoire est bonne, ont été tués au moment de Pâques. Alors, la Pologne, pour vous, c'était devenu le pays où on ne pouvait pas rester. Après ce passage en Pologne, que faites-vous? Où allez-vous? Que devenez-vous? Comment réussissez-vous à réapprendre à vivre? Et à Kielce, 8 jours avant le programme, j'étais à Kielce même. J'étais juste 48 heures parce que j'avais une cousine qui voulait aller là-bas. Et tout de suite après, et quand j'ai appris l'histoire de Kielce, j'étais déjà sur un train pour l'Allemagne. En revenant déjà de Pologne en Allemagne, il y avait un camp de UNRWA qui était fait à 20 km de Francfort, c'est exactement à Höchst, où il y a les IG Farben. Nous sommes restés, nous avons eu une bonne nourriture par l'UNRWA, et chacun attendait un endroit où il peut partir. Moi, j'avais un oncle avec toute la famille qui est parti en Israël en 1925, juste l'année que j'étais né, mais je ne l'ai jamais connu. Et j'ai retrouvé l'adresse, je l'ai écrit. Eh bien... Est-ce que vous aviez envie de partir en Palestine encore à l'époque? Et oui, je vous dis, je l'ai écrit, je voudrais bien venir. Je ne vais pas vous raconter ça pour me justifier pourquoi je ne suis pas parti, mais je vous dis les paroles qu'il m'a écrites dans la lettre, j'ai encore la lettre. Il m'a dit qu'il est le seul de rester toute la famille. Nous sommes ici, tu as besoin d'être dehors, on aura besoin de toi. Je ne sais pas, c'est les paroles de mon oncle qui avait à l'époque déjà, moi j'avais 20 ans, lui il avait déjà plus que 60 ans. C'est quoi la vie dans un camp de personnes déplacées, un camp de l'UNRWA? Comment ça s'organise? Comment la vie est rythmée? On n'a pas eu de souci de la nourriture, on a eu du lait Nestlé, qu'on a siroqué 2 par jour avec du chocolat et tout. Et le reste, les journées sont passées. Ils ont commencé pour les jeunes à faire les écoles et de préparer tout pour apprendre l'hébreu pour Israël. Et certains qui ont reçu le papier au fur et à mesure pour l'Amérique et pour d'autres pays et qu'ils ont quitté au fur et à mesure. Moi, j'ai quitté en novembre 46 ces camps. J'ai reçu des papiers pour transit par la France, pour aller au Brésil. Je suis arrivé le 6 novembre 1946. À Paris. À Paris.
et j'attendais le visa pour aller au Brésil. Et entre-temps, comme il fallait attendre longtemps, j'ai eu de nouvelles de ces nouveaux immigrants qui arrivent au Brésil, le genre de travail qu'ils font, je me suis dit, je préfère travailler le plus dur et je ne veux pas aller dans un pays comme ça. Est-ce que dans le camp de l'UNRWA, on parle des difficultés que les Anglais imposent aux immigrants potentiels ou à ceux qui ont envie de partir vers la Palestine? Est-ce qu'on en parle de ce blocus, de ce non à l'immigration? On avait les nouvelles à ce moment-là, on avait les nouvelles de partout. Il y en avait Ben Gurion qui est venu chez nous, et Zribouvel aussi, qui ont tenu des discours pour nous parler, pour nous expliquer d'Israël, les problèmes et tout. Il avait des théâtres, on a organisé, les gens se sont organisés, une équipe de football, tout, mais les gens sont restés sans savoir ce qu'ils vont faire le lendemain. Et quelle est la réaction des rescapés de la Shoah quand ils entendent parler de ce blocus, de ce non de l'Angleterre qui tiendra quand même jusqu'en 1948, de cette impossibilité de partir vers cette terre promise qui est pour beaucoup d'entre eux le seul endroit où aller? Je vais vous dire ma réaction personnelle. Le blocus de 1948, je savais qu'on va surmonter. Mais le blocus de 42, 43, 41, ça, pour les Anglais, je ne le pardonnerai jamais. Ça, c'était un blocus mortel. Les gens qui voulaient quitter par la Roumanie, par la Lituanie, qu'ils avaient encore le temps avant que les Allemands sont arrivés là-bas. Ça, c'est même incompréhensible et c'est impardonnable. Monsieur Boulavko, Monsieur Corin, merci. Demain, nous retrouverons Jean Broman et Rachel Shegam qui nous raconteront comment les passagers en partance pour la Palestine traversaient clandestinement et parfois avec de grosses difficultés les frontières.